Les entreprises belges s'inquiètent face au coût de l'énergie. Notre réseau électrique de plus en plus saturé. La gestion de l'énergie n'a jamais été aussi imprévisible pour les entreprises. Avec Equance, passez de vos questions énergétiques complexes à enfin des réponses claires. Votre transition énergétique mérite un partenaire. Equance. Bonjour à tous, bienvenue dans ce Trendstalk. Nous allons aujourd'hui à la rencontre des gazelles nationales de Trends Tendance, ces entreprises en forte croissance qui ont remporté l'édition 2026. Parmi les grandes entreprises, c'est Protection Unit qui remporte la palme. Cette entreprise de gardiennage privé de la région liégeoise a réussi à craquer le secteur et à s'imposer comme un acteur majeur. Dans la catégorie des entreprises de taille moyenne, Battlecart arrive en tête. C'est une entreprise, une belle aventure, une invention qui a mêlé le kart et le laser game pour s'implanter dans le monde entier tout simplement. La petite entreprise à forte croissance la plus impressionnante, c'est la ferme du Reposoir. C'est un lieu magique dans les régions de Tournai qui organise des événements privés, professionnels, mais aussi des événements très particuliers et qui met l'Horeca à l'avant-plan. Alors on va les retrouver ici, les interviewer dans ce studio, mais on leur rend également hommage à l'extérieur, un peu plus loin, pas très loin d'ici, chez Orange, en compagnie d'autres nominés ambassadeurs. On va leur organiser une petite fête pour remettre le trophée. On retrouve là-bas notre collègue Lucie Herman, elle vit la soirée sur place, en direct pour nous. Alors Lucie, comment ça se passe de votre côté ? Eh bien oui, Olivier, ce soir ici, l'ambiance est à la fierté, à l'ambition et aussi un petit peu à la fête. On va quand même dire les choses franchement. Depuis plusieurs mois, Trends Tendance est allé à la rencontre de centaines d'entreprises dans chaque province francophone du pays pour dénicher un vainqueur par catégorie. Ce soir, c'est le grand moment. On annonce les vainqueurs, c'est la remise des prix. Ce sont en effet des centaines d'entreprises qui ont été analysées pour finalement obtenir ces 3 lauréats. Lucie, rappelez-nous, comment devient-on en fait une Trends Gazelle, qui est un honneur ? Alors oui, évidemment, tout ça ne se base pas évidemment sur un bon marketing ou sur un nom sympa. Comme chaque année, Trends Tendance récompense les entreprises régionales qui affichent la meilleure croissance. Pour y parvenir, d'abord on choisit sur base de critères purement mathématiques. Une fois cette sélection faite, le jury organise ces entreprises en 3 catégories, les petites, les moyennes et les grandes. Et puis l'étape d'après consiste à les classer selon leur valeur ajoutée, la croissance de leur effectif et également l'évolution de leur trésorerie pour ces 5 dernières années. Bon, c'est un travail sérieux. Avant la fête, merci Lucie, soyez prudente, ne bougez pas, on reviendra vous voir très vite. À tout à l'heure. On accueille Nicolas Wijzendijk, vous êtes administrateur délégué de Protection Unit. Alors bravo, vous êtes la gazelle nationale pour les grandes entreprises, une belle entreprise en effet. Je vous disais, on vous voit un peu partout aujourd'hui. Hein. Bien grand merci. C'est une fierté ça aussi. Et en fait, c'est quand même une magnifique histoire parce que vous avez un peu craqué le secteur du gardiennage privé en implantant une belle entreprise belge, liégeoise si je ne me trompe pas au départ, mais plus large que ça. Exactement, donc c'est tout à fait ça. Donc déjà merci pour l'accueil et pour cette magnifique récompense. On en parlait avant l'interview, donc c'est une grande fierté pour nous, c'est évident. Surtout évidemment pour nous, parce que c'est pas facile, hein. Vous imaginez bien qu'arriver à ce stade-là, on est passé par des moments plus faciles et puis beaucoup plus compliqués. Je vais juste parler en 2 secondes du Covid. Toutes les entreprises ont connu, des indexations galopantes aussi. On a eu quand même beaucoup d'indexations. Vous représentez combien de personnes aujourd'hui ? 3000 personnes. 3000 personnes d'agents, en tout cas. Mais il faut savoir que c'est une commission paritaire qui fait en sorte que les agents restent sur le site. Hein. Donc, si vous gagnez un contrat, les agents viennent chez vous. C'est assez logique, les agents restent sur le contrat. Donc, finalement, les milliers de personnes vous mettent dans un ranking un petit peu avec les autres entreprises en Belgique, mais quelque part, tout ça est très mouvant et très vivant, quoi. Vous avez été créé en 2009, si je ne me trompe pas. Et comment on fait pour
s'implanter comme acteur belge dans un secteur où il y avait quand même de la concurrence forte. Eh bien, d'abord, c'est l'histoire d'un homme, donc le fondateur de l'entreprise, qui est Samuel Di Giovanni, qui est toujours actif, très actif même, sur le terrain avec les agents. C'est sa volonté de réinventer, en fait, le monde de la sécu privée. Il faut savoir qu'à l'époque, je dis à l'époque, c'est il n'y a pas si longtemps, en fait, on va dire les grands comptes en Belgique sont quasi tous gérés par 2-3 entreprises internationales. Ouais. Et donc, nous arrivons un peu comme l'outsider. Et c'est peut-être ça, le plus de protectionnisme, c'est qu'on donne le petit coup d'épaule, en fait, pour dire, en fait, les amis, il y a moyen pour qu'une boîte belge, aujourd'hui, wallonne de surcroît, puisse prendre des contrats à consonance internationale. Et du coup, quoi, ça touche une fibre régionale identitaire, ou bien, quand je dis identitaire dans le bon sens du terme, ou bien on fait du dumping, je sais pas, moi, comment... On va pas se mentir, il y a clairement, j'ai été longtemps, moi, directeur commercial de la structure, et c'est un plus d'arriver pour voir des clients en disant... Nous sommes 100% belges, donc c'est clair que ça change. Tant mieux. Maintenant, les agents, comme je vous le disais, bougent d'un contrat à l'autre. C'est à nous, en fait, d'aller après, quelque part, implémenter le mindset de l'agent. Il y a des gens qui sont sur un contrat depuis 30 ans. Et en 30 ans, ils ont connu 5, 6, 7 entreprises différentes, tous les 4 ans, tous les 5 ans. Je parle des grands marchés privés au public, par exemple. Et donc, c'est à nous d'aller un petit peu après... je mets évidemment le terme entre guillemets, éduquer simplement les personnes qui travaillent avec nos référents. Donc voilà, mais la croissance n'était pas une volonté du départ en fait du fondateur. Après, c'est rentré dans un plan stratégique. Oui, et puis vous avez quand même fait un rachat important, si je ne me trompe pas, qui vous a fait un peu rentrer dans une autre dimension. Exactement. Alors là, on rentre dans la stratégie, effectivement. Ouais. Donc là, on arrive, c'est Fact Security qu'on rachète à l'époque. Il faut savoir que c'était un peu comme si David rachetait Goliath, puisque Fact Security était la boîte la plus importante en Wallonie. Et là, il y avait 2 challenges très importants. Un, le personnel déjà de Fact Security qui vient chez nous. Donc c'est vraiment une acquisition, c'est un rachat, mais je veux dire, on va dire une fusion entre 2 entreprises et donc 2 mentalités. Et puis tous les process qui existaient chez l'un et chez l'autre. Et donc on s'est déjà à ce moment-là un petit peu réinventé pour aller créer finalement la meilleure process des 2 et continuer. Et surtout, je rajoute un 3e point très important, quand vous reprenez l'entreprise, il y a des clients qui sont là aussi. Il fallait aller voir les clients, leur expliquer qui nous étions, comment nous allions travailler. Et je pense pouvoir dire aujourd'hui que 10 ans plus tard, peut-être pas 10 ans, ça fait un peu moins quand même, tous les clients sont restés. Donc ou en tout cas 90%. Donc il y a aussi une fidélité qui est importante dans votre secteur et qui joue. Il y a aussi eu des contrats, vous l'avez dit, il y a des contrats importants. Il y en a un avec la Commission européenne, je crois qu'il a été quoi ? Ça, c'est le genre de game changer aussi dans une histoire ou On ne va pas se mentir, oui, c'est sûr. La Commission européenne est un des plus grands contrats, je pense, le plus grand du Benelux. Donc c'est clair, quand on gagne le contrat de la Commission européenne, c'est historique. Ça n'était jamais arrivé. Et d'ailleurs, quand on gagne le contrat de l'aéroport de Liège il y a quelques années, c'est historique aussi. Jamais une boîte belge n'avait travaillé dans l'aéroportuaire. Donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est sans doute ça qu'on fait aujourd'hui en mettant beaucoup l'humain, la qualité, la modernité. Je peux trouver plein d'adjectifs pour nous différencier, parce que ce qu'on met en place et en avant aujourd'hui. Mais je pense que nous avons été l'entreprise qui a donné le petit coup d'épaule nécessaire pour que d'autres acteurs belges aussi puissent exister simplement et pas évoluer entre chaque fois les mêmes 3 ou 2 grandes références internationales. Comment on fait pour gagner des contrats comme ça ? Ça veut dire qu'on connaît bien le marché, on connaît bien ses concurrents. Bon, on joue avec... Vous le dites avec vos référents, mais comment c'est beaucoup de travail, j'imagine. C'est beaucoup de travail, c'est des grandes équipes en place, notamment pour répondre à des tenders. Si on parle des grands marchés privés au public, après, c'est de la qualité à mettre en place, c'est des références qui viennent compléter d'autres références. C'est aussi le fait de se rendre éligible sur les marchés. Donc, on a fait pour ça un centre de télésurveillance. C'est beaucoup de moyens donc pour gérer toute la data, si vous voulez. Notre propre centre de formation. On forme nos propres agents, donc ça nous permet en fait. Ça, c'est un enjeu, le fait de trouver des gens, parce que vous êtes un métier humain. Enfin, je veux dire où c'est important d'avoir
Toujours. C'est clairement l'enjeu aujourd'hui pour toutes les entreprises dans la sécurité privée. Donc, il y a des postes ouverts en permanence. Je dis souvent ça aux jeunes que je croise qui me disent « je ne trouve pas de travail ». Sincèrement, aujourd'hui, on a une formation de 139 heures. Chez vous, donc? Chez nous, donnée dans notre centre de formation. Il ne faut pas de diplôme spécialement. Il faut être ressortissant européen. Évidemment, avoir un casier judiciaire vierge. Donc, mais du travail, il y en a. On a plusieurs dizaines, centaines de postes ouverts en permanence. Donc, et c'est difficile à trouver ou bien ça tourne? Alors, ce n'est pas difficile à trouver, mais c'est pas non plus ultra évident, hein. Donc ce n'est pas un métier facile, hein. Donc on met souvent à l'honneur nos agents, les femmes et les hommes qui travaillent chez nous, parce qu'il y a de plus en plus de femmes et on en est très fiers, parce que c'est pas un métier facile. Il y a évidemment des choses un petit peu plus sexy que d'autres. Si vous travaillez au Grand Prix de Formule 1 que nous avons depuis de nombreuses années, ou dans des festivals, ou dans des festivals où on est beaucoup aussi, c'est parfois plus facile que d'être dans une guérite pour un client privé ou une ronde pendant la nuit. Donc nous on met chaque fois le plus possible les personnes qui travaillent chez nous en entreprise en avant. C'est de nouveau l'humain qui revient. Est-ce qu'il y a aussi un enjeu en termes de technologie, d'évolution? Je pense à des drones, par exemple. Enfin, est-ce que c'est aussi un secteur qui doit s'adapter en permanence pour rester à la page? Exactement, bien sûr. Donc, je vois d'ailleurs qu'il y a notre photo du Suricat, qui est notre drone terrestre derrière vous. Oui, c'est une réalité. Nous étions déjà précurseurs, hein, donc avec un département recherche-développement, déjà il y a longtemps. On a des drones depuis longtemps. Des drones filaires accrochés à un câble ou des drones qui peuvent voler hors vue, comme on dit. Il y a encore un petit flou dans la législation européenne aujourd'hui, mais la demande est réelle. Ce n'est même pas l'avenir, c'est le présent. Aujourd'hui, on utilise nos drones. Ce drone Suricat, donc ce drone terrestre, tourne aujourd'hui, fonctionne sur l'aéroport de Liège. Et on le présente de plus en plus. Le but, et j'insiste là-dessus, on n'est pas dans la théorie du grand remplacement de l'homme par la machine. C'est vraiment... Non, mais c'est vrai, parce que il y a tout ce côté-là qui est très, très important. On ne remplace pas un agent par un robot. On complète, en fait, une prestation. On aide, en fait, un agent dans une ronde de nuit, dans un endroit qui n'est pas facilement accessible. Un robot peut le faire. Et là où un agent peut peut-être compléter, voilà. Et puis, n'oubliez pas que si on a des robots, ça veut dire qu'il y a de la data, de l'image. S'il y a de l'image, c'est notre centre de télésurveillance. Ce sont des nouveaux métiers que l'on crée aussi en permanence. Et s'il y a un centre de télésurveillance qui capte une image, on envoie nos patrouilles mobiles. Donc finalement, on recrée en fait une dynamique professionnelle en s'adaptant en permanence avec les nouvelles technologies. Alors Nicolas Van Isendijk, est-ce que pour une société comme Protection Unit, la croissance, elle est écrite? Est-ce que vous savez déjà où vous serez dans 1 an, dans 5 ans? Est-ce que là aussi, the sky is the limit? Non, j'ai envie de vous dire, c'était pas prévu. Ça l'a été stratégiquement à partir d'un certain moment, vers 2018. Effectivement, on s'est inscrit dans une stratégie de croissance. On est aujourd'hui la première société belge à capitaux belges, j'insiste. Il y a toujours des géants internationaux devant nous, mais une fois de plus, j'aime pas trop les termes parce que c'est pas un concours. Mais aujourd'hui, on est grand. Il faut savoir qu'on est très présent en Wallonie, très présent sur Bruxelles, beaucoup de gens nous voient, un peu moins en Flandre. Pour cela, donc, on vient de faire l'acquisition d'une société en Flandre, au port d'Anvers, et c'est par ce biais-là qu'on va grandir. Et puis, dans les quelques années à venir, bien sûr que l'international sera mis au point du jour pour la croissance. Gazelle nationale, c'est quoi? Ça veut dire que dans ce qu'on vous entend, c'est quand même la preuve qu'un acteur belge peut réussir dans un secteur où c'est pas acquis d'avance. C'est quand même c'est quand même un beau symbole. Non, c'est un super symbole. On est hyper fiers, sincèrement, de cette consécration, qui en est une pour nous, clairement. Surtout pour les femmes et les hommes, je vous le disais, qui travaillent chez nous aujourd'hui. Oui, tout est possible. On a la chance. Je pense que la Wallonie est un terreau hyper fertile. Il y a vraiment plein de choses qui sont en place. Il y a des gens qui sont fantastiques. J'ai écouté les interviews de mes collègues du jour. Je ne sais pas si ça passera en même temps, mais en tout cas... Absolument, voilà. Absolument. Et j'adore entendre ça. Moi, la réussite des gens, je trouve ça fantastique. Aujourd'hui, on le vit. Ça n'a pas été facile. Ça ne le sera pas encore. On sait qu'on va connaître des moments plus compliqués et qu'on va devoir se réinventer. Mais on a des super outils aussi publics wallons, et je tiens à les remercier ici. Je pense à Wallonie Entreprendre ou à Nochac, par exemple, qui nous ont accompagnés dans notre croissance. En tout cas, merci pour cette belle histoire. Les gazelles, c'est précisément pour ça. Hein. C'est pour mettre en lumière et donner envie aussi. Donc, ce sera sans doute le cas de votre beau discours. Merci beaucoup, Nicolas. Merci beaucoup. Merci. C'est gentil. La croissance, une forte croissance, c'est bien l'élément central
pour être une entreprise Trends Gazelle? On va en discuter avec Lucie Herman. D'ailleurs, Lucie, vous êtes accompagnée d'un hôte de choix pour nous parler croissance et gazelle. Eh bien oui Olivier, je suis accompagnée et pas de n'importe qui. Je suis avec Hamid Faljaoui, que vous connaissez très certainement. C'est l'éditeur en chef de Trends Tendance. Bonsoir Hamid. Bonsoir Lucie. Alors ce soir, on récompense les entreprises qui affichent la meilleure croissance en Wallonie notamment. C'est une manière de mettre en avant les entreprises qui marqueront l'économie, le paysage économique de la Belgique de demain. Oui, on a absolument besoin d'avoir des entreprises en croissance, particulièrement dans le sud du pays. Et contrairement à ce qu'on pense, la plupart des entreprises ne sont pas en croissance, y compris les grandes qui sont souvent en état de maturité, si je puis dire. Et donc, si on veut créer de l'emploi, on doit avoir des entreprises en croissance. Et donc, ce qu'on récompense, c'est finalement des entreprises qui ont osé sortir de leur zone de confort, recruter, faire des investissements et donc prendre un risque. C'est ça qu'on récompense à travers la croissance. Merci beaucoup Hamid pour ce petit mot concis, clair, efficace. Tu me l'as dit, donc je me suis dit qu'est-ce que je peux dire d'intelligent, voilà. Super, merci beaucoup Hamid. C'est moi qui te remercie. Avec le sourire. On essaye toujours. C'est à vous Olivier, bon retour en studio. Il semblerait que ce soit le moment de passer à la catégorie suivante. Alors nous accueillons Sébastien Milcan, qui est CEO de Battlecart Europe. Vous êtes, félicitations, l'heureux lauréat des gazelles nationales pour les moyennes entreprises. Bravo. Merci beaucoup Olivier. Alors vous m'avez dit, je suis CEO, mais je ne suis pas fondateur. Enfin, vous êtes fondateur aussi, mais vous préférez qu'on dise inventeur. Alors c'est vrai que vous avez été à l'origine d'une frustration. En fait, vous avez né quelque chose, vous avez fait créer quelque chose qui est devenu un grand succès. Racontez-nous. Oui, en effet, j'étais frustré lors de 2 activités différentes. La première, c'était le karting classique. J'en ai fait 3 fois dans ma vie. Et j'étais frustré. 3 fois, oui. Oui, pas plus, parce que à chaque fois que j'en fais, j'ai mal au dos pendant une semaine et je me dis plus jamais, puis j'oublie quelques années après, puis je recommence. Mais je me souviens surtout que j'étais frustré parce que j'étais vraiment un compétiteur quand j'étais adolescent. Et quand je dépassais mon père ou mon frère, enfin quelqu'un sur la piste, je ne savais pas si c'était mon père ou mon frère, justement, parce que tout le monde avait une combinaison et un casque. Okay. Et je voulais savoir si j'étais meilleur que les autres ou pas. Et je ne savais pas si je dépassais mon père, mon frère, ou s'il y avait juste un gars sur la piste qui était super lent et que j'arrêtais pas de dépasser. Donc ça, c'était une première frustration. Et la deuxième frustration, je l'ai eue dans le laser game. Alors, dans le laser game, j'ai eu 2 expériences totalement différentes. Une première où on avait un petit écran sur le plastron qui nous indiquait le nom de la personne qui nous avait tiré dessus. L'expérience était fantastique. Ensuite, j'ai eu l'occasion d'aller faire du laser game dans un autre endroit où il y avait aussi ce petit écran, mais au lieu de mettre le prénom des gens, il mettait un pseudo complètement aléatoire. Et l'expérience était complètement différente, vraiment moins bonne. Et là, j'ai vraiment compris que ce qui faisait la richesse de l'expérience du laser game, c'était des émotions. Et les émotions proviennent des interactions entre personnes humaines qui s'identifient. Et donc j'ai voulu prendre les sensations qu'on pouvait avoir dans le karting avec les émotions qu'on pouvait avoir dans le laser game. Utiliser le meilleur des 2 mondes, quoi. C'est ça, à rassembler le meilleur des 2, gommer les défauts de sécurité qu'on peut avoir dans le karting. En laser game, j'ai aussi vu des nez cassés, des arcades cassées parce que les gens courent dans le noir. Et puis, donc c'est dangereux, mais si on veut respecter les règles et qu'on marche après en paire, en immersion, et donc, c'est moins chouette. Donc, je voulais avoir l'aspect sécurité en plus. Et en laser game, j'ai aussi été frustré au bout de quelques fois parce que les gens comprenaient comment tricher ou être anti-fair play en cachant les cibles ou en poursuivant les gens quand ils étaient immunisés. Ceci dit, c'est des bonnes idées, mais de là en faire un business qui fonctionne, il y a quand même une marge. Comment on fait ? Alors, il a fallu beaucoup de ténacité. D'abord, avoir l'idée. D'abord, j'ai participé à des concours entrepreneuriaux, participé à quasi des dizaines de concours. Au début, j'ai toujours échoué. J'ai jamais réussi à transmettre l'idée ou le potentiel de l'idée au jury face auquel j'étais. J'ai fini par faire une vidéo explicative du concept. Et là, ça a été un game changer. À partir de là, j'ai gagné tous les concours auxquels j'ai participé. Okay. Et donc, la communication, c'est hyper important. Le pitch, comme on dit, c'est de bien pitcher l'idée, de parvenir... Pas uniquement le pitch, parce que le pitch, je l'avais travaillé dans tous les sens, et même aujourd'hui encore, il n'y a personne qui essaye d'expliquer Battlecart à quelqu'un d'autre pendant 10 minutes, qui après les 10 minutes n'a pas la question, et le kart, il roule vraiment. Alors maintenant qu'on a des vidéos...
on ne s'embête plus à faire un pitch. On montre la vidéo et les gens voient que c'est un vrai kart avec des vrais gens qui roulent dedans. Mais tant qu'on n'avait pas un visuel, alors là j'avais fait en image de synthèse pour faire comprendre aux gens que le kart roulait vraiment, en fait on n'arrivait juste pas à expliquer ce que c'était. Donc le pitch c'est très important mais c'est pas suffisant, il faut aller plus loin. Alors vous êtes né dans le Hainaut, maintenant vous avez 72 centres partout, vous me dites vous êtes au Mexique, en Arabie Saoudite, en Australie, enfin un peu partout quoi. Oui. En Espagne, enfin comment on fait pour grandir comme ça? C'est juste que l'idée a réussi à décoller. Alors, il faut commencer par mettre en œuvre l'idée correctement. On a ouvert le premier centre en 2015. Et avant d'ouvrir le deuxième centre, il s'est passé 5 ans. 5 ans, c'est énorme. Mais c'est 5 années pendant lesquelles on a fait évoluer le concept. On a fait en sorte de le rendre plus robuste, faire en sorte qu'il soit exploitable par un franchisé et pas par un ingénieur. On a fait en sorte d'optimiser la rentabilité en automatisant toute une série de tâches, en améliorant la qualité du service qui est perçu par le client. Et on a commencé donc à ouvrir le deuxième centre en 2020. Bon là, il y a eu le Covid, 2020-2021, mais on s'est structuré, on a participé à des salons et on a eu des demandes entrantes, énormément de demandes entrantes, déjà même avant 2020. Mais il a fallu attendre d'avoir un produit qui soit suffisamment abouti. On aurait pu commencer à franchiser plus tôt, mais aujourd'hui, on serait en train de régler les problèmes du 5e ou 6e centre. On a vraiment attendu d'avoir un produit qui soit mature avant de le diffuser. Et ça veut dire que la courbe de croissance est importante. Je disais, vous visez 2500 centres, c'est ça? Enfin, donc ça veut dire que the sky is the limit, ou comment on voit ça? Alors aujourd'hui, on est à 72. D'ici la fin de l'année, on veut être à 100. On pense que le marché permet d'atteindre les 2500. Dans le monde, enfin, c'est ça. Dans le monde, oui. Alors, l'explication, elle tient avec une règle de 3, c'est qu'en Belgique, il y a 63 bowling. On a aujourd'hui 11 battle carts, on pense qu'on peut en avoir 15-16 de cet ordre de grandeur-là, donc avec un ratio de 1 pour 4. Et on se compare au bowling parce que finalement, on s'adresse au même public. On a besoin d'avoir des grands bâtiments, on a besoin d'avoir la même quantité de personnel. Et donc, on est sur un business model comparable, je ne vais pas dire le même. Le prix perçu par le client est différent. Dans la pratique, une partie de bowling, c'est 6 minutes par joueur. Et donc, le prix par minute par joueur est le même. Maintenant, le client ne perçoit pas ce prix-là parce qu'il boit son verre en même temps et la partie de bowling dure plus longtemps puisqu'il y a également les autres qui jouent, mais l'un derrière l'autre. Tout le monde ne joue pas en même temps en bowling. Donc, chez vous, il y a un côté adrénaline supplémentaire, enfin peut-être plus... Oui, c'est ça. Le bowling, pour moi, c'est un loisir actif, sans sensation, là où nous, on est un loisir actif à sensation moyenne, ce qui fait qu'on a un positionnement de prix qui est plus élevé. Et dans le monde, il y a 10 000 bowling. Donc, si on fait une règle de 4, le potentiel, c'est 2500, dont la moitié aux États-Unis. Il y en a 5 000 rien qu'aux États-Unis. Donc, l'objectif, c'est d'atteindre cet objectif en déant les 20 ans. Donc, ça veut dire qu'il faudra qu'on passe d'une trentaine d'ouvertures par an à jusqu'à 160 ouvertures par an. Donc on se structure, on crée des master franchises sur différents marchés de manière à pouvoir répondre à toutes les demandes. Et in fine, le bottleneck aujourd'hui, c'est plutôt le fait de trouver des bâtiments qui posent problème que de trouver des franchisés. Et de s'adapter au marché, parce que j'imagine que les habitudes sont parfois différentes d'un pays à un autre. Il y a parfois des situations un peu étranges ou différentes de celles que vous connaissez dans votre Belgique natale. Alors, s'adapter au marché, c'est pas très compliqué. Il y a parfois des différences au niveau du réseau électrique, mais c'est du détail qui est vite réglé. En Australie, ils font pas Noël en même temps que nous. Enfin, ils font Noël en même temps que nous, mais le mode hiver, c'est pas en même temps que nous. Ils le font plutôt en juillet-août. En Arabie Saoudite, on a dû, par exemple, faire en sorte qu'on puisse désactiver les musiques sur les jeux, parce que il y a des personnes qui ne veulent pas entendre de musique en Arabie Saoudite pour des raisons religieuses. Oui, donc c'est ça. Donc il faut s'adapter, mais en même temps, cette croissance-là, elle vous semble naturelle. Enfin, je veux dire, quand vous en parlez, à partir du moment où elle est bien structurée, c'est ça, où il y a un plan. Est-ce qu'il faut se réinventer aussi en permanence? Est-ce qu'il y a un besoin de créer des nouvelles sensations, des nouveaux éléments, des nouveaux récits? Je ne sais pas. Alors, c'est exactement ce qu'on fait. Aujourd'hui, Battlecard, c'est pas un jeu, c'est une console de jeu avec 6 jeux différents. On a le Battle Race, le foot, le snake, le billard, ainsi de suite. Et rien que dans le Battle Race, on a 6 thèmes différents. Il y a un thème pour Halloween, un thème pour Noël, plus 4 autres thèmes qui sont disponibles tout le temps. Donc, on fait évoluer le produit pour les adultes, mais on enrichit aussi. Aujourd'hui, on vient d'ouvrir Battlecard Family avec un autre type de véhicule qui est adapté pour les enfants à partir de 1 an. Donc ça permet aux enfants de venir jouer avec leurs parents, avec des amis, avec les copains, à partir de 1 an,
au même jeu que les adultes. Alors, vous êtes donc une gazelle nationale pour les moyennes entreprises. D'abord, ça vous fait quoi? Et est-ce que vous dites, en fait, on montre que les petits Wallons, entre guillemets, peuvent conquérir le monde avec une bonne idée, quoi, et de la passion, parce que j'imagine que vos frustrations, c'était aussi une passion qui était là. Hein, Oui, tout d'abord, c'est une énorme reconnaissance. Ça fait énormément plaisir parce qu'il a fallu c'est grâce à vous, passion. Il a fallu énormément de passion. J'ai travaillé sans compter. Il a fallu énormément de ténacité parce que on raconte l'histoire comme si c'était une success story, mais on a rencontré énormément de difficultés au fil du parcours. Mais à chaque fois qu'il y a une difficulté, il faut trouver les solutions, contourner, écraser. Et passer au travers. Je parlais du Covid tout à l'heure, c'était une énorme difficulté, mais il y en a eu bien d'autres avant. Bon, merci beaucoup Sébastien Milcan. Vous êtes donc inventeur de Battlecart Europe. Vous insistez sur le terme, gazelle nationale pour les moyennes entreprises. Félicitations et bravo pour cette belle histoire. Merci Olivier. Nous accueillons Raphaël Straub, qui est dirigeant de la ferme du Reposoir, près de Tournai. Bonjour. Bonjour, et merci. Félicitations, vous êtes le lauréat de la gazelle des petites entreprises, donc bravo pour ça. Merci. Vous êtes une entreprise familiale, la 3e génération, tout est né en fait au départ d'une étable et d'une tea room. Racontez-nous ça. Oui, donc l'histoire de la ferme du Reposoir telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle débute en 1972, lorsque les grands-parents paternels de ma compagne reprennent l'exploitation familiale agricole et n'ayant pas d'affinité avec l'élevage, ils décident de céder leurs troupeaux et de reconvertir une étable en une cafétéria tea room où les gens fameux virage quand même. Oui, où les gens pouvaient venir se restaurer dans un cadre champêtre avec une vaste plaine de jeux également pour les enfants. Et cette activité donc de cafétéria tea room a évolué avec l'arrivée de la 2e génération, donc mes beaux-parents André et Isabelle Lepoutre, qui ont d'abord réalisé une première réception de mariage et puis d'autres banquets. Et à un moment donné, il y a eu plusieurs sollicitations pour des banquets durant la même période et ils ont alors développé plusieurs salles pour arriver aujourd'hui aux 6 salles de réception que nous exploitons. Donc c'est une croissance qui s'est faite naturellement, en fait, de fil en aiguille, j'allais dire. C'est ça, donc notre croissance, c'est une croissance purement organique et naturelle. Elle repose, je pense, sur tout simplement le bouche à oreille, parce qu'on communique finalement très peu. Et pour vous donner un exemple, nous n'avons même pas, au jour d'aujourd'hui, de site internet propre. C'est magnifique, ça. Et ce bouche à oreille, je pense qu'il tient à différents piliers, la rigueur, l'exigence, et puis une volonté aussi de toujours offrir l'excellence à nos convives. Et en même temps, vous avez des produits d'appel, vous avez créé un certain nombre d'événements propres, c'est ça, qui permettent quelque part de vous faire connaître aussi, de vous faire rayonner. Donc il faut distinguer aujourd'hui les différents types d'événements que nous organisons. Il y a 3 grandes catégories. La première, ce sont les événements privés, mariage, communion, baptême, fête de famille. C'est un peu le départ, le point de départ. Le point de départ de l'activité. Le second type, ce sont les événements corporate, entreprises, associatifs. Et puis, historiquement, nous avons donc organisé à certains temps forts de l'année des événements propres. En l'occurrence, il y en avait 5. Le lundi perdu, qui est une tradition tournaisienne, le premier lundi qui suit l'épiphanie, c'est le 3e réveillon des Tournaisiens, où il y a un menu traditionnel avec du lapin. Alors normalement, les restaurants de la région organisent un menu ce jour-là. Nous, on est devenu un petit peu l'acteur phare de cette organisation. On déploie 14 dates réparties sur plus d'1 mois. Ensuite, il y a les fêtes de Saint-Valentin, de Pâques, de Saint-Éloi et de Noël. Ça sont les 5 événements historiques que nous organisions nous-mêmes, où tout à chacun, moyennant réservation, peut venir avec une table. C'est une manière de découvrir aussi la qualité de votre travail aussi. Exactement. Et depuis quelques années, nous avons greffé à ces événements historiques de nouveaux concepts. Le 21 juillet, la fête des pères, la fête des mères, et puis aussi des événements à thème, tels que une garden party, des repas savoyards, etc. Et on se rend compte aujourd'hui que
Si les 2 premiers types d'événements, donc privés et professionnels, représentent la plus grande part de notre chiffre d'affaires, ce qui suscite le plus d'engouement, c'est certainement ces événements que nous organisons. Et donc malgré la Ça vous fait connaître, justement, sans doute des gens qui ont une activité professionnelle ou privée vont se dire, tiens, j'étais chez eux et ça me donne envie d'aller là, quoi. Exactement. Donc c'est une façon de permettre aux gens qui n'ont pas forcément le besoin d'organiser un banquet ou une réception pour un grand nombre, de participer avec une table de 2, une table de 4, Ça veut dire que vous devez vous réinventer en permanence, que vous devez en tout cas inventer de nouvelles idées, il faut être créatif pour susciter l'intérêt, continuer à susciter l'intérêt? Alors, on a la chance d'avoir une clientèle assez vaste, mais surtout très fidèle. Et donc, il n'est pas rare que certains clients se retrouvent chez nous à de nombreuses reprises sur l'année. Et donc, je pense que on vit bien, hein, on voit le nid Picard, hein, oui. Probablement. Et il est donc important, je pense, de se réinventer. Et nous avons 3 manières d'opérer pour cela, selon moi. La première, c'est donc dans les concepts que nous renouvelons, réinventons, apportons. La deuxième, c'est dans l'assiette, c'est le travail de l'assiette. Ah oui. Et ça, c'est le travail de mon beau-frère Jean-Louis, qui est notre chef de cuisine et qui, après avoir fait ses armes dans d'autres établissements, et notamment à Paris, nous a rejoints il y a quelques années. Donc il y a une volonté d'excellence là aussi, quoi. Exactement. Et la troisième manière de se renouveler, c'est aussi dans nos infrastructures, où, par exemple, depuis le Covid et à contre-pied d'une situation financière difficile que nous vivions, nous avons décidé d'investir à notre échelle significativement dans le renouveau de nos salles, de nos infrastructures sanitaires, des extérieurs, aussi des infrastructures de jeux pour les enfants, avec toujours la volonté d'offrir plus de confort à nos convives. C'était presque contracyclique, comme on dit. C'est-à-dire que dans un moment plus difficile, c'est de se dire il faut qu'on investisse et qu'on aille de l'avant, quoi. C'est ça. Donc la pandémie, le Covid, ça a été pour nous la période la plus, en tout cas pour l'entreprise, la période la plus difficile à traverser. Maintenant, ça nous a fait nous remettre en question. Ça veut dire qu'à une période où on ne pouvait pas faire de banquet, on a déployé une activité de restaurant éphémère qui a très bien fonctionné et qui nous a permis de maintenir le contact avec les clients. Et au-delà de ça, je vais dire que grâce à une gestion saine et rigoureuse pendant de nombreuses années, avec résilience, on a pu passer au travers de... Parce que j'allais dire, la résilience, maintenant, c'est devenu presque inhérent à toute entreprise, a fortiori quand on est une petite entreprise, dans un sens positif du terme. Il faut, parce qu'il y a, j'imagine, il y a eu l'inflation, il y a eu... maintenant, je ne sais pas si vous êtes déjà touché un peu par la hausse du prix de l'énergie, mais enfin, est-ce que c'est en permanence qu'il faut, j'imagine, adapter... Donc malheureusement, l'activité qu'on déploie, elle est extrêmement sensible à ces facteurs que vous citez. Bon, dans le cadre, je veux dire, de l'inflation qui impacte directement aussi le pouvoir d'achat, la meilleure réponse que l'on peut apporter, c'est aussi l'un des éléments pour lesquels on est reconnu, c'est un excellent rapport qualité-prix. Et comment est-ce qu'on peut maintenir ça ? Je pense qu'il y a 2 facteurs essentiels. Le premier, c'est une maîtrise très stricte de nos coûts. Et puis le deuxième, on négocie, je vais dire, pour des volumes importants et avec des négociations assez fermes aussi avec nos fournisseurs, de manière à pouvoir offrir toujours à nos clients une qualité qui ne soit pas entachée. Est-ce que ça veut dire aussi qu'il y a une volonté de croître encore, j'allais dire, dans votre berceau du Tournaisis, ou bien peut-être au-delà? Est-ce que c'est des choses qu'on programme Je vais dire qu'une société qui vit, qui survit, qui traverse les générations, elle se doit de s'adapter à son marché, inévitablement. Aujourd'hui, volontairement, on a fait le choix de ne pas s'éparpiller au niveau de l'activité. Okay. On a un cœur d'activité qui est relativement restreint parce qu'on ne fait pas de prestations de traiteurs à l'extérieur. Hors période Covid, on ne fait pas d'établissement de restauration ni d'établissement hôtelier, bien que nous ayons des partenariats avec d'autres entreprises de la région. Et pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas ? C'est justement parce que ça nous tient à cœur d'être les meilleurs, en tout cas de tendre à devenir les meilleurs dans notre domaine. Maintenant, vous dire de quoi l'avenir est fait et comment est-ce qu'on va faire évoluer l'activité, on verra ce que l'avenir nous réserve. Raphaël Stroop, vous êtes une entreprise familiale, c'est important, ça c'est... Quelle est la caractéristique d'une entreprise familiale ? Ça veut dire qu'on y est attaché peut-être plus qu'à tout à tout ? Alors, je vais dire que ce côté familial, je pense que c'est l'essence même de notre entreprise. Nous avons 5 membres de la famille actifs
dans l'entreprise, tous présents sur le terrain et chacun avec la responsabilité d'un département, que ce soit la salle, la cuisine, le commercial, l'administratif et puis la partie technique. Ça fait une équipe solide, prête à faire face contre vents et marées, j'ai envie de dire. Et au-delà de ça, le mélange de 2 générations, parce qu'on travaille toujours donc avec la 2e et la 3e génération, ça permet une combinaison, je vais dire, de la fougue de la jeunesse, mais aussi de l'expérience de la génération précédente, ce qui nous permet, in fine, je pense, de toujours trouver un juste milieu dans ce que l'on entreprend. Et je pense aussi que ce côté familial très caractéristique de notre entreprise est très apprécié de notre clientèle, parce qu'on partage les grands moments de leur vie, qu'ils soient heureux ou bien qu'ils le soient moins, lors de repas de funérailles par exemple, et eux suivent également l'évolution de la vie de notre famille, et j'ose à penser que finalement, tous ces moments intimes que nous partageons ensemble font qu'on est une grande famille autour de la ferme du reposoir. C'est très bien dit. Gazelle nationale, ça représente quoi pour vous? Ça veut dire aussi de montrer qu'une histoire familiale comme celle-là, elle peut rayonner, c'est ça? C'est un grand honneur d'abord. C'est la récompense, je vais dire, d'une trajectoire qui dure depuis plus de 50 années et qui est portée par 3 générations. C'est la récompense d'un travail acharné, le nôtre, mais aussi et surtout celui de nos équipes, que je tiens à saluer et à remercier chaleureusement. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier également nos clients, sans qui rien de tout cela ne serait possible. Et puis, ça permet aussi de mettre en avant que dans un secteur de l'ORECA, qui est parfois trop souvent décrié ou secoué, il est possible de performer. C'est très bien, c'est un beau message. Félicitations encore, Raphaël Straub. Vous êtes donc dirigeant de la ferme du Reposoir près de Tournai, 3e génération, et une belle histoire familiale. Merci à vous. Eh bien aussi Olivier, la soirée commence tout doucement à toucher à sa fin. En tout cas, la remise des prix, elle est terminée. L'occasion pour moi de vous rappeler les 4 lauréats de la soirée. La gazelle pour la petite entreprise a été attribuée à la ferme du Reposoir. Pour la moyenne entreprise, c'est Battlecart Europe qui l'a remporté. Pour la grande entreprise, la gazelle a été attribuée à Protection Unit. Et enfin, la super gazelle est revenue à une entreprise qu'on connaît bien en Wallonie. C'est Easy, évidemment, la super gazelle de l'année. C'était donc pour Easy. Moi, je vous laisse parce que comme vous pouvez le voir, il se passe 2-3 choses sympas autour de nous. Je vous souhaite à tous une excellente fin d'émission. Alors, bonne fête, Lucie. Évidemment, soyez prudente encore. Trends Tendance va suivre de près ces entreprises en pleine croissance. Ces belles histoires. On vous rappelle que toutes les informations utiles à propos des gazelles 2026 sont disponibles sur notre site internet de Trends Tendance. Et surtout, bien, c'est dans l'esprit de ce que l'on veut faire. C'est donner envie d'entreprendre. C'est une des clés pour la Wallonie aujourd'hui. Merci à vous. À très bientôt. C'est tout pour aujourd'hui. Vous vous intéressez aussi à l'actualité boursière et aux conseils des investisseurs. Alors retrouvez-nous également sur le canal Trends Bourse. À très bientôt ici sur Trends Tendance et sur Trends Bourse. Les entreprises belges s'inquiètent face au coût de l'énergie. Notre réseau électrique de plus en plus saturé. Pour leur énergie, les entreprises ont souvent l'impression d'être livrées à elles-mêmes. Avec Equance, passez de tout gérer vous-même à un partenariat qui donne de l'énergie. Votre transition énergétique mérite un partenaire. Equance.